Madame Karine Gilles, bonjour. Bonjour. Vous êtes une grande spécialiste des plantes. Nous avons eu l'occasion de réaliser des émissions autour des plantes, la façon dont elles vivent, la façon dont certaines se développent. Et aujourd'hui, on va voir que les plantes ont survécu en développant des astuces tout simplement pour pouvoir vivre ou survivre. Tout à fait, elles sont jolies, on les croirait inertes, mais en vérité, chaque jour, elles mènent un combat violent pour survivre. Elles ont un extraordinaire éventail de stratégies, à commencer par la racine. Racine indispensable pour s'implanter dans le sol et pour se nourrir. Voilà, la racine, on pourrait en fait l'appeler une bouche. Ça commence par là parce que déjà, il faut que pour qu'elle descende dans le sol, elle soit dotée de tous les équipements nécessaires, c'est-à-dire des petits graines d'amidon dans des cellules spécialisées qui font comme des gyroscopes, qui font que la racine s'en va vers le bas dans n'importe quelle position qu'on met la graine. Il y a aussi le fait qu'elles sécrètent au bout de leurs racines une espèce de lubrifiant pour passer à travers les cailloux éventuels. Il y a aussi le fait que comme au bout de nos doigts, elles ont 2 cm comme de la corne. On peut dire qu'elles ont inventé donc un système pour avancer dans le sol et pour éviter les obstacles. C'est ça. Et puis, on a parlé des racines, elles ont besoin de nutriments dans le sol, mais une plante pour vivre a également besoin de lumière qu'elle transforme ensuite en chlorophylle ou en tout autre produit qui leur permet de vivre, mais la lumière est un élément indispensable. Tout à fait. Alors dans ce cadre-là, le plus évident pour tout le monde, c'est par exemple quand on balade en forêt et qu'on voit l'oxalis qui ressemble beaucoup au trèfle. Il y a beaucoup de gens qui la confondent avec du trèfle. L'oxalis a la faculté par exemple de plier ses feuilles pour modérer la quantité de soleil qui arrive à elle. Il y a aussi les tournesols qui tournent la tête vers le soleil pour optimiser les rayons du soleil. Il y a les plantes fragiles qui poussent la tête en bas pour ne pas se faire trop griller par le soleil. C'est le cas d'Ellebore, vous disiez aussi dans une précédente émission, qui elle, bon, on n'est plus dans la lumière, mais qui développe une autre astuce. L'Ellebore a la tête en bas parce que le poids de la neige pourrait arriver à la détériorer. C'est ça, ce sont des astuces, non plus de vie, mais de survie. Tout à fait, des astuces de survie, elles en ont bien besoin. Donc elles ont besoin du soleil, elles vont à la recherche de ce soleil, mais dites-moi, dans la forêt, il y a des petites plantes, il y a des grandes plantes, comment font-elles? Il y a des étages, comment vivent-elles? On pourrait croire que la forêt, c'est le lieu idéal pour une plante, mais en vérité, oui, d'accord, il y a du substrat par terre, il y a bien de la nourriture, mais pour une petite plantule fragile, sans lumière, c'est la mort assurée. Donc elles ont développé d'autres stratégies. Il y en a par exemple qui se servent d'autres végétaux pour monter. Alors la plus agressive de toutes, c'est le figuier étrangleur. C'est carrément un criminel celui-là, puisque quand il a commencé à se servir d'un arbre pour monter, il y a plusieurs branches qui montent autour de cet arbre. Quand il est assez gros, l'arbre du milieu, il meurt. Et il a carrément tué celui qui l'a aidé. Tel un boa pratiquement, qui enserre sa proie. Tout à fait, il l'étouffe littéralement. Il y a plein d'autres plantes aussi qui font ça. Il y a la bignone griffachat qui pousse en produisant comme des vrilles, mais au bout des vrilles, c'est pas des crampons, c'est carrément des griffes. Et elle monte comme avec ses griffes jusqu'en haut. Il y a aussi d'autres plantes que l'on connaît bien. C'est le cas du lierre aussi, qui a besoin d'un support pour pouvoir s'élever, parce que lui aussi recherche la lumière. Tout à fait. Le lierre a besoin de beaucoup de soleil pour produire sa chlorophylle, donc son énergie. Il y a aussi la passiflore qui s'agite pas dans l'air au hasard. Elle cherche un point d'ancrage et quand elle l'a trouvé, sa vrille s'enroule encore plus comme le ferait un élastique pour approcher la tige de l'arbre et pour lui permettre de monter. Plus il monte, plus il a de la lumière et plus la croissance est accélérée. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe des plantes dans la nature qui n'ont pas besoin de lumière? Ça n'existe pas. Des plantes qui vivraient dans le noir. Toutes recherchent cette lumière, toutes recherchent la nourriture dans le sol, mais la nourriture dans le sol ne suffit pas. Il faut absolument de la lumière. À quelques exceptions près, oui, on peut dire presque toutes. Elles ont besoin du soleil, elles vont le chercher. Nous avons également, nous, besoin de soleil, nous allons le chercher. Mais nous avons aussi, pour vivre, besoin de rythme, on a besoin de repos, on a besoin, à certains moments, de dormir. Est-ce que les plantes ont un même cycle? Il serait imbécile de dire que les plantes dorment, non?
Non, pas du tout. Elles ont besoin de cycles. Pour moi, le pissenlit, c'est un adolescent. Il se lève le plus tard possible et il se couche le plus tôt possible. On va pas dire un fainéant. Si, si. Il s'ouvre vers les 11 heures et il se couche vers les 6 heures le soir. Et il y a la jonquille qui, le matin, elle redresse ses feuilles. Il y en a plein comme ça qui mesurent le soleil. Pline l'Ancien avait remarqué que toutes les fleurs ne s'épanouissaient pas à la même heure. Et plus tard, il y a le Suédois Linné qui avait établi une horloge florale. Parce qu'on n'avait pas tous une montre au poignet. Elle était assez fiable, pas à la minute près, puis en plus les conditions météorologiques pouvaient dérégler l'horloge. Mais il avait établi que vers les 3 heures s'ouvrait le liseron des haies, à 4 heures le salsifis des prés, à 5 heures la chicorée sauvage, vers les 7 heures le nénuphar blanc, à 8 heures les mourons, à 9 heures le souci des champs, et comme ça pour toute la journée. Est-ce qu'il y a des plantes qui recherchent le soleil et qui, à un moment, en ayant trop, se referment un peu pour ne pas que ce soleil devienne nuisible? Ça existe? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les fleurs fragiles qui veulent pas griller. Il y a des petites algues de rien du tout qui vont naviguer jusqu'en dessous de l'ombre des feuilles des plantes du bord de berge. Les plantes aquatiques dont vous parlez à l'instant ont besoin, elles aussi, de soleil. À travers l'eau, elles ont besoin de cette lumière. Elles font de la photosynthèse aussi, c'est pour ça qu'elles sont vertes. 2 mots sur la photosynthèse. La plante utilise le soleil, va chercher le soleil et l'utilise ensuite comme énergie. C'est ça. Ce qui explique qu'à l'automne, il y a moins de soleil, donc les feuilles se nourrissent moins, donc les feuilles meurent. L'arbre, il sait qu'il a eu un maximum de soleil, il sait qu'il va avoir un maximum de froid. Pour se préserver de ça, il va d'abord aspirer tous les sucs des feuilles. Il arrête la production de chlorophylle, donc les feuilles meurent. Quand il aspire tout ça, en même temps, les derniers rayons de soleil servent à fabriquer une espèce d'antigel. Et les pins, par exemple, ont l'antigel dans leurs aiguilles toute l'année. En plus, il y a un cuticule cireux dessus qui fait que ça limite considérablement la perte d'énergie. Au cours d'une journée, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que les plantes vivent selon un cycle bien établi? Tout à fait, on peut le dire. C'est exactement comme nous. Il y a eu un essai où on a mis de la lumière artificielle pendant 50 heures de fil sur des pieds de haricots. Au départ, ils ont poussé, ils étaient tout contents. C'est comme nous, quand on fait des nuits blanches, on a les nerfs qui nous tiennent. Et de temps en temps, on a des coups de pompe, exactement comme ces pieds-là. Mais au bout de 50 heures de fil de luminosité, les plantes, elles se sont épuisées et elles sont mortes. Les plantes se nourrissent, les plantes vivent à des rythmes différents et les plantes, un peu comme les êtres humains finalement, vont se développer à des rythmes différents. Elles vont grandir à des rythmes différents, elles vont atteindre des hauteurs différentes. Le temps, selon les plantes, n'aura pas la même importance. Non, pas du tout. En plus, ça dépend aussi du climat. Dans la croissance des plantes, on peut dire qu'elles grandissent pas pareil en montrant tout simplement le cas du houblon qui arrive à pousser jusqu'à 15 cm par jour. Il y a aussi le bambou qui atteint sa taille définitive en 90 jours, sachant que sa taille définitive, c'est quand même 30 mètres. Donc des croissances hyper rapides. Il y a des croissances très rapides, mais il y a des arbres aussi, genre le Pinus longaeva, qui poussent que 6 semaines par an. Vu les conditions climatiques, il s'économise. C'est un arbre qui a toujours l'air malade, dénudé, mais en fait, il peut vivre très très longtemps. Il a tellement l'air médiocre qu'on dirait qu'il met plus longtemps à mourir. Donc il vit plus longtemps et l'agonie dure plus longtemps. C'est ça, c'est ça. Donc ces plantes se développent à des rythmes extrêmement différents et elles vont cohabiter les unes à côté des autres, mais elles vont développer un genre de compétition, enfin je ne sais pas si c'est bien le mot, elles vont développer des astuces. Comme les animaux, elles sont en compétition constante pour la nourriture. Elles font tout leur possible pour se reproduire et doivent se battre contre les prédateurs. Elles n'hésitent pas à tromper l'ennemi, genre les orchidées qui se déguisent en femelles et même produisent des hormones pour attirer des mâles. Les tricheuses qui vont sécréter l'odeur mais qui vont rien donner à manger quand l'insecte arrive. Il y en a qui vont jusqu'à chasser pour se reproduire. C'est le cas par exemple d'une nymphéa qui au début de sa vie c'est une femelle
Il y a un insecte qui va venir se noyer dedans, donc elle fait un sacrifice pour pouvoir se polliniser. Quand l'insecte est mort, elle se referme et après, elle devient mâle. C'est une cirfe qui va polliniser le nymphéa. Il n'y a que si la cirfe s'est noyée qu'elle peut se transformer. En dehors de ce phénomène, elle ne peut pas vivre. Elle peut développer les rhizomes et encore, je ne suis pas sûre qu'elle puisse produire d'autres fleurs. Elle ne peut pas produire d'autres fleurs si elle n'a pas eu ce sacrifice. Dites-moi, Madame Gilles, les plantes finalement sont comme les êtres humains, chacun développe un peu des astuces, des mensonges, des vérités, des choses bien, des choses peut-être un peu moins bien, mais en tout cas ce qui compte c'est qu'elles puissent survivre et non pas vivre, donc pour survivre, eh bien, tout est permis. Tout est permis, tout à fait. C'est vraiment un combat qu'on ne pourrait pas imaginer si on ne se penche pas dessus. Les animaux ont des prédateurs et certaines plantes aussi ont des prédateurs, vous le disiez tout à l'heure, je pense à des chenilles, des mouches, etc. Donc elles ont des prédateurs. Est-ce qu'elles se parent d'armes spéciales pour pouvoir combattre contre ces prédateurs ? Alors le plus connu, c'est forcément le cas de l'acacia, qui développe du tanin et se rend ainsi très indigeste pour les herbivores. Et l'acacia est connu parce qu'il a tendance à étaler et à envoyer des signaux aux autres arbres pour empêcher de se faire surconsommer. Il y a aussi le cas du Mimosa pudica. Dès qu'il est effleuré, il recroqueville toutes ses feuilles pour ne laisser apparaître que la branche. Alors là, on ne sait pas si c'est une réaction chimique ou électrique, mais les végétaux nous ont pas encore livré tous leurs secrets. Donc, ils présentent que la tranche comme si c'était une branche nue. Et les prédateurs croient qu'il n'y a rien à manger. Dans un instant, je vous propose de continuer à parcourir cet univers parce qu'il s'agit bien d'un univers d'astuces, de pièges, également de vie et de survie. Pour l'instant, place à la musique. La musique, c'est la poésie, la musique, c'est tout cet univers de beauté. Les fleurs également et les plantes sont dans cet univers de beauté, mais on le voit bien, d'après ce que vous nous avez dit en première partie, cet univers de beauté est un univers quand même quelquefois assez dur. Oui, dur, complexe, les plantes font preuve d'adaptation, elles ont eu le temps de s'adapter depuis ces milliards d'années, demi-milliards d'années plus exactement, et elles ont développé plusieurs stratagèmes.
Il y en a même qui poussent pas sur le sol pour avoir directement de la lumière et qui poussent en haut des arbres. Vous nous disiez dans la première partie de cette émission que la course à la nourriture est extrêmement importante, mais nourriture également de lumière. Les plantes ont besoin de lumière. Certaines montent très très haut pour trouver la lumière, mais je ne comprends pas tellement. Monter très très haut nécessite d'avoir des racines extrêmement puissantes pour pouvoir nourrir toute cette plante qui part tellement haut dans les arbres ou sur certains appuis. Elles n'ont pas besoin d'être ancrées profondément, les racines, pour que la plante puisse monter, puisqu'elles ont ces griffes, ces ventouses, ces petites volubiles qui vont s'accrocher. Le pied est maintenu par la tige après. Oui, mais pour se nourrir. Pour se nourrir, elles ont bien d'autres astuces. Je parlais de plantes qui poussaient sur les arbres, les épiphytes. Épi, ça veut dire dessus, et phyte, c'est plante. Il y en a qui, quand elles sont placées si haut, elles boivent avec leurs racines qui deviennent comme des éponges. Quand elles courent sur les branches, elles sont toutes poreuses. La moindre goutte est immédiatement absorbée. Pareil, elle développe des stratagèmes de pollen et d'odeur pour attirer les insectes. Certaines plantes ont mis au point des systèmes extrêmement sophistiqués pour attirer les insectes pollinisateurs. Elles en ont besoin pour pouvoir se reproduire. Et là aussi, on va découvrir tout un univers d'astuces. Voilà, alors il y a celles qui poussent par exemple sur des sols pauvres en azote ou des sols humides. Elles n'ont pas assez de nourriture. C'est le cas des tourbières. Une plante étrange a mis au point une ingénieuse stratégie, on la connaît tous. Ses feuilles sont recouvertes de tentacules, recouvertes à leur extrémité de gouttelettes qui ressemblent à de la rosée, ce qui lui a valu son nom de rosée du soleil. Est-ce qu'on en trouve en Lozère de ces plantes, puisque Oui, vous parliez de tourbière, l'Aubrac est riche en tourbière. Ce sont des terrains un peu pauvres et donc elles ont besoin d'un complément alimentaire, si j'ose dire. Vous faites allusion peut-être à la drosera ? La drosera, c'est ça. La drosera, elle attire bon nombre d'insectes et on en trouve en abondance. Si on ne préserve pas les tourbières, on n'en trouvera bientôt plus. Mais sur les tourbières, il y a des droseras. Il y a 2 ou 3 sortes de plantes carnivores sur les tourbières d'ici. Et en quoi la drosera a besoin alors de ces insectes ? Pour se nourrir, pour être pollinisés ? Pourquoi ont-ils une fonction si importante ? Pour se nourrir d'abord, quand les moustiques émergent de l'eau marécageuse, ils ne peuvent pas rester dans l'eau, les moustiques, quand ils viennent de naître. Les droseras, elles se tiennent prêtes. Les tentacules de la drosera ont le même effet que du papier tue-mouche pour le moustique. Plus ils se débattent et plus il y aura de tentacules en contact avec l'insecte. Le principe, la drosera est ouverte, le moustique se pose sur la drosera, se colle et ne peut plus repartir, c'est ça ? Plus il s'agite et plus les feuilles vont se recroqueviller sur l'insecte. Et elle va le dévorer. Et elle va le finir par complètement l'engluer et elle va le digérer grâce à des enzymes qui se trouvent dans ses gouttelettes. Mais ce piège, si j'ose dire un peu cruel, mais bon, ce piège de survie est nécessaire à la drosera pour pouvoir vivre parce que le terrain sur lequel elle est particulièrement pauvre. C'est ça. Dans le même cadre, une autre plante carnivore, la dionée, elle a mis au point pareil une odeur qu'elle met au bord de ses feuilles et pour que le piège fonctionne, puisqu'elle n'a pas de glu, elle a des poils tactiles. Quand il y a des poils qui sont touchés, 2 à la suite, en moins de 20 secondes d'intervalle, les feuilles se referment comme les barreaux d'une prison et pareil, des enzymes digestives vont transformer l'azote en nourriture pour la plante. Je pense à certaines orchidées, on en trouve aussi en Lozère, qui pour attirer les insectes développent un look, c'est un mot que je n'aime pas, mais une allure je dirais, pour pouvoir attirer les insectes, les attirer chez elles parce qu'elles en ont besoin. Oui. Le cas des orchidées mouches, bourdons, toutes ces orchidées aussi qui développent ces odeurs puissantes, l'orchis vanille, il y en a plein. Il y a plein d'orchidées en Lozère, il faut le savoir, on en trouve beaucoup. Énormément. On a une belle variété d'orchidées en Lozère. Des astuces donc pour se nourrir, des astuces pour être pollinisé également. Là, il va y avoir toute une stratégie qui va être mise en place par les plantes pour attirer ou pour repousser certains insectes. Il faut savoir qu'une plante, même si elle est pas belle, parce qu'on dit ouais c'est facile pour une plante jolie et odorante de se faire polliniser. Mais il n'y a pas que ça. Les plantes qui sont pas belles et qui puent, elles ont leur chance aussi.
Donc la plante est belle, ce n'est pas pour autant qu'elle va attirer tous les insectes. Les insectes en question, on ne pense jamais aux mouches. Parce que ce qui nous empêche de penser aux mouches pour la reproduction, c'est qu'elles font leurs larves souvent dans des cadavres. Mais il y a une plante qui est sur une île et qui s'est servie de ça, une plante observatrice, et qui s'est dit que comme il y avait que les mouches sur place, elle s'est transformée en charogne. Ça va de l'odeur jusqu'à l'aspect. On dirait bien de la chair en putréfaction et elle a même simulé des poils dessus. Et du coup, ça attire ces mouches. Les mouches, elles descendent le long du pistil. Les hormones sécrétées les rendent carrément frénétiques. Et du coup, elles se reproduisent. Et elles pondent au pied de ce pistil. L'allure, l'odeur attire les insectes. C'est ça. Est-ce qu'on a des cas de plantes qui, au contraire, développent des arômes? Tout à l'heure, vous parliez de l'orchidée vanille, donc qui va développer des senteurs de vanille pour attirer les insectes qui sont sensibles à cette odeur. Alors, les odeurs ne sont certainement pas perçues, je suppose, de la même manière par les insectes. Nous, on parle d'odeur. Pour eux, je pense qu'on pourrait parler de messages chimiques. Ils y sont sensibles. Oui, et c'est tout là, l'art de la plante, de pouvoir produire tout ça. Quand on parle des insectes, on pense à des moucherons, on pense à des mouches, vous en parliez à l'instant. Il y a les papillons aussi. Les papillons, quand il y a des invasions de papillons monarques, par exemple, on pourrait penser que c'est le pollinisateur idéal. Mais en fait, c'est pas ça. La plante, elle est carrément en guerre contre ce papillon. Alors, c'est cette plante en question dont je parle, c'est l'asclépiade. Elle vit en Floride. Les papillons arrivent en masse et ils sont attirés par cette plante, mais pas pour la polliniser au départ. Elles pondent là-dessus parce que les chenilles ne peuvent manger que la feuille de cette plante. Alors, cette plante, elle a d'abord une stratégie pour se défendre, qui est de sécréter un latex, c'est-à-dire qu'à la moindre incision avec les mandibules de la chenille, la feuille de la plante va sécréter un latex qui va carrément engluer les mandibules. Ça va soit les coller, soit ça va tuer la chenille. C'est tellement efficace qu'il n'y a qu'un tiers des chenilles qui va survivre à ça. Après, la chenille va considérablement prendre en force et en volume, donc ce sera plus un problème le latex. La chenille, là, elle a gagné en expérience aussi. Elle va sectionner la nervure centrale et comme elle est plus grosse, le latex va pas forcément coller les mandibules et elle a même le temps de s'échapper pour laisser couler tout le latex de la feuille. À ce moment-là, elle pourra manger tranquille. Elle fait quand même pas mal de dégâts. Quelque temps après, cette chenille va se transformer en papillon. Et c'est pour ça que la plante, l'asclépiade en question, a supporté tous ces mauvais traitements. C'est parce que le papillon, là, ne fera plus de dégâts à la plante. Elle va même l'aider à polliniser avant de repartir. On peut parler d'intelligence pratiquement? Oui, stratégie, intelligence. Certaines plantes ont besoin continuellement de pollinisateurs, toutes, mais enfin, certaines vont s'attacher des pollinisateurs à vie pratiquement et vont faire en sorte qu'une fois que l'insecte ou l'oiseau qui a approché cette plante n'en reparte plus et revienne fréquemment. Oui, c'est le cas d'un balisier à la Dominique qui a carrément réduit ses pollinisateurs à l'esclavage. Alors, les bractées rouges vives du balisier ne sont pas des fleurs, mais des feuilles. Les fleurs du balisier, elles sont toutes petites à l'intérieur des feuilles. Elles jouent un rôle important en conservant le nectar en bas de ces longues tiges. Le colibri madère, en l'occurrence, avec son long bec courbé, est le seul oiseau capable de dégoter cet aliment nourrissant. Astucieusement, le balisier y rationne le nectar qu'il produit pour forcer le colibri à revenir encore et encore. À chaque visite, l'oiseau ramasse un peu plus de pollen sur son bec et ses plumes. Il devient accro carrément. Non seulement il ne s'éloigne jamais, mais en plus il défend la fleur contre les voleurs. Il y a des bagarres autour des balisiers et chaque colibri a le sien. C'est dans cette relation que la plante, dans cette relation, la plante est aux commandes. Et pour garantir la pollinisation, le balisier a fait du colibri son esclave. L'insecte pollinisateur par excellence, c'est quand même l'abeille. Oui, l'abeille.
qui, elle, va aller de fleur en fleur et dont on a tellement besoin. Oui, si on n'a plus d'abeilles, dans 3 ans, il y aura plus de végétaux et par conséquent plus d'humains. Mais il y a une plante qui a bien compris ce principe-là, c'est le tournesol, qui va suivre donc le soleil pour optimiser les rayons, comme je l'ai dit au début. Il faut savoir que plus elle a de chaleur, plus elle va fabriquer de nectar. En fait, la fleur du tournesol, c'est un gros bouquet de fleurs. C'est pas une fleur, c'est un bouquet de fleurs. Et chaque petit capitule, on va appeler ça des fleurons, va s'ouvrir à la suite parce que la période d'ensoleillement en Provence notamment, là où se cultive beaucoup le tournesol, elle est très longue. Donc il faut des fleurs pour toutes les abeilles. On arrive au terme de cette rencontre. Il y en aura d'autres parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire autour des plantes. Je suis vraiment surpris de voir que tant d'astuces ont été développées par les plantes. Dites-moi, est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit même d'intelligence ? Oui, on ne peut pas dire intelligence parce que c'est pas des humains, parce que le dictionnaire dit pas ça, mais à partir du moment où il y a stratégie, il y a intelligence. C'est manipulateur, c'est calculateur, c'est pour survivre, hein, l'instinct de survie, on l'a nous, les animaux l'ont, les plantes l'ont, les insectes l'ont aussi. Madame Gilles, je vous remercie. Donc cette émission se termine, mais il y a tellement encore à dire sur des astuces, sur la manière dont les plantes se développent, se fixent, suivent les humains aussi, ont marqué l'histoire des êtres humains, la mythologie, différentes légendes des histoires. Je suis sûr qu'on se reverra très bientôt.